J'ai lu les anciens emails de mon fils avant qu'il n'abandonne notre famille, et c'est là que j'ai découvert pourquoi il était parti. Aujourd'hui, la vie de ma femme est un cauchemar. J'espère que je poste mon histoire dans le bon groupe, car j'ai vraiment besoin de conseils sur ma situation. Je suis marié à ma femme, Chrissy, depuis assez longtemps. Nous avons 2 enfants ensemble, Robert et Diana. Robert est l'aîné, et il a été notre seul enfant pendant un certain temps, jusqu'à ce que ma femme tombe enceinte de manière inattendue de Diana, des années plus tard. Pour être honnête, nous ne voulions qu'un seul enfant à la base, mais nous étions reconnaissants que Dieu nous ait bénis avec un autre. J'aime mes 2 enfants de la même manière, et j'ai toujours travaillé dur pour leur offrir tout ce qu'ils voulaient. Quand ma femme et moi avons eu Robert, nous étions mariés depuis seulement 2 ans, et j'étais incroyablement excité à l'idée de rencontrer mon petit bonhomme. Je me souviens encore du jour où il est né. Mes mains tremblaient quand je l'ai tenu pour la première fois. J'ai pleuré de joie en réalisant que c'était mon fils. Durant les premiers mois après sa naissance, Chrissy faisait des allers-retours à l'hôpital à cause de problèmes de santé, donc j'ai passé beaucoup de temps à m'occuper de Robert tout seul. Quand Chrissy était à la maison, je voulais qu'elle se repose autant que possible, donc je ne l'ai jamais accablée avec les tâches liées au bébé. Heureusement, je dirige ma propre entreprise, donc je pouvais gérer la plupart de mes réunions depuis chez moi, ce qui m'a permis d'être un papa à plein temps pour mon fils pendant que ma femme se remettait. Comme Robert et moi passions beaucoup de temps ensemble pendant son enfance, il a toujours été très proche de moi. J'étais là quand il a fait ses premiers pas, et quand il est tombé de son vélo en apprenant à rouler. Je lui ai appris à jouer au basket, et nous passions tous les dimanches après-midi à nous entraîner ou à faire des paniers. Il venait se blottir contre moi sur le canapé pendant qu'on regardait des films tous les soirs. Je savais qu'il se sentait plus proche de moi que de Chrissy, ce que ma femme me faisait parfois remarquer. Mon fils n'a jamais manqué de respect à sa mère, mais il ne passait pas beaucoup de temps avec elle non plus. C'était surtout de sa faute, car elle ne prenait jamais de moments seuls avec lui. Chaque fois que je l'encourageais à l'emmener prendre une glace ou à aller marcher pour créer du lien, elle semblait toujours incertaine sur la manière de se connecter avec lui, et me demandait alors de venir avec eux. Je suis sûr que Robert devait sentir ce manque avec sa mère, mais il n'a jamais rien dit à ce sujet. Finalement, Chrissy est tombée enceinte de Diana, ce qui était inattendu. Nous étions assez inquiets à l'idée qu'elle ait des complications de santé comme lors de la première grossesse, mais les médecins nous ont rassurés, cette fois-ci, tout irait bien. Chrissy m'avait souvent dit qu'elle rêvait d'avoir une mini-version de nous. Son souhait s'est réalisé à la naissance de notre fille. Diana a les mêmes yeux bleus que ma femme et mes cheveux blonds. Avec notre 2e enfant, les choses ont été bien plus faciles. Nous avions appris de nos erreurs passées et n'étions pas aussi stressés qu'à la naissance de Robert. Je sais que les gens disent qu'ils se fichent du sexe du bébé, mais avoir à la fois un fils et une fille, je peux honnêtement dire que mon cœur n'a jamais été aussi attendri qu'à la naissance de Diana. En tant que père, quand on tient sa fille dans les bras pour la première fois, on a l'impression qu'on serait prêt à tout pour elle, dès ce moment. J'avais l'impression que je pourrais mettre le monde entier en feu juste pour garder ma fille au chaud si nécessaire. Honnêtement, je peux dire qu'une fille change vraiment un homme. Avec mon fils, j'étais plus insouciant, mais avec ma fille, j'ai appris à être plus doux et j'ai ressenti un fort instinct de protection envers elle, je ne voulais que personne ne blesse ma petite fille. Chrissy et moi étions un peu inquiets pendant cette 2e grossesse, car nous voulions que Robert et Diana s'entendent bien, mais il y avait un écart d'âge de 8 ans et demi entre eux, ce qui peut être important. Heureusement, tout s'est bien passé pour nous. Robert a été un merveilleux grand frère pour Diana dès le début. Il s'occupait d'elle avec amour, la regardait dormir ou jouer avec elle quand elle était réveillée. Mon fils a toujours été très attentionné envers sa sœur, et je suis fier de dire que mes 2 enfants ont toujours été très proches. C'est exactement ce que chaque parent espère. Honnêtement, rien n'est plus beau que d'avoir son frère ou sa sœur comme meilleur ami. Maintenant que j'ai parlé de mes enfants, je voudrais m'étendre un peu plus sur mon mariage. Chrissy et moi nous sommes rencontrés à l'université. J'étais un air, et en tant qu'enfant d'immigrés, j'avais des objectifs très clairs à atteindre après mes études. J'ai vu mes parents travailler très dur toute leur vie, et j'ai toujours aspiré à créer ma propre entreprise et à gagner assez d'argent pour leur offrir tout ce dont ils avaient toujours rêvé. Chrissy, en revanche, a eu une vie bien plus facile que moi. Elle venait d'une famille aisée de la classe moyenne supérieure, disons simplement qu'elle n'a jamais eu à se soucier de l'argent. Je l'ai rencontrée pour la première fois à une fête, où elle était complètement ivre et faisait la fête avec ses amis. Elle était magnifique, et je savais qu'elle était hors de ma portée, donc je n'ai même pas essayé de lui parler. Mais la fois suivante où nous nous sommes croisés à une fête, Chrissy s'est approchée de moi et m'a demandé de danser avec elle. Étant un gars un peu geek, je n'étais pas très bon danseur, donc nous nous sommes surtout déplacés maladroitement en riant ensemble. Chrissy était intelligente, confiante, extravertie, et n'avait aucun mal à s'exprimer devant une foule. Même si elle m'a donné plein de signes qu'elle voulait que je l'invite à sortir, j'hésitais encore à propos de nous deux.
Non seulement parce que j'étais peu sûr de moi à l'époque, mais aussi parce que Chrissy faisait beaucoup la fête à ce moment-là. Elle pouvait sortir jusqu'au lever du soleil et était toujours entourée de ses amis. J'ai toujours été du genre à ne pas sortir faire la fête, donc j'ai décidé de ne pas lui proposer de rendez-vous, sachant que ce serait une perte de temps pour nous deux. Mais Chrissy n'est pas quelqu'un qu'on peut ignorer facilement, et elle n'abandonne jamais. Après la 4e ou 5e fois où nous nous sommes croisés en soirée, elle m'a enfin demandé directement pourquoi je ne voulais pas sortir avec elle. Je lui ai dit la vérité, ce qu'elle n'a pas du tout apprécié. Elle m'a dit que je devais me détendre un peu et profiter de la vie universitaire au lieu de perdre mes journées à la bibliothèque. Quelque chose en elle a résonné en moi. Elle avait des arguments valables sur le fait de vivre au jour le jour. Reconnaissant notre attirance mutuelle, j'ai finalement accepté de l'inviter à sortir, et la suite appartient à l'histoire. Chrissy et moi avons connu des problèmes liés à sa consommation d'alcool, mais nous ne nous sommes jamais séparés. Pour être complètement transparent pour le bien de l'histoire, ma femme devient une personne différente quand elle est complètement ivre. Au début, avec quelques verres, elle reste gentille, mais après 5 ou 6, elle devient très désagréable avec ceux qui l'entourent. À l'université, les gens l'appelaient même en plaisantant Miss Jacqueline Hideux car on aurait dit qu'elle avait une toute autre personnalité. Je me souviens de la première fois que j'ai vu ce côté d'elle, c'était la première fois que nous étions tous allés dans un bar. Cette année-là, nous venions tous d'avoir 21 ans et voulions fêter ça dans un bar pas cher qui offrait 25% de réduction sur les boissons entre 16h et 17h. Tout le monde passait un bon moment. Chrissy était très ivre et est allée aux toilettes. En revenant, elle a bousculé une serveuse qui a accidentellement renversé des verres sur sa robe. Nous avons tous été témoins de la scène et j'ai couru pour aider ma petite amie, mais avant que je puisse l'atteindre, Chrissy a commencé à crier et à tirer les cheveux de la jeune femme. J'étais choqué de voir ma petite amie se ridiculiser publiquement en criant des obscénités à cette pauvre femme, qui avait l'air terrifiée et n'arrêtait pas de s'excuser. Finalement, le gérant nous a demandé de partir car Chrissy refusait de se calmer. J'ai fait de mon mieux pour l'apaiser, mais ses amis continuaient de l'encourager aveuglément et d'envenimer la situation, alors qu'elle était clairement en tort. Lorsque le gérant a tenté de nous faire sortir, ses amis ont refusé de partir et ont commencé à le menacer bruyamment. L'une d'elles a même cassé un verre par terre, ce qui était terrifiant. J'ai rapidement compris que si cela continuait, le gérant allait appeler la police. Je n'avais jamais eu de problème avec la justice et je ne voulais pas commencer ce soir-là, alors j'ai réglé notre addition séparément avec le gérant et me suis préparé à partir. Malgré mes efforts pour convaincre Chrissy de partir avec moi, elle insistait sur le fait qu'elle avait raison et refusait de partir tant que la serveuse ne payait pas le nettoyage à sec de sa robe. Heureusement, je suis parti juste à temps car peu après, la police a été appelée et tout le groupe a été arrêté. Ils ont dû appeler leurs parents pour payer leur caution. Tout le monde m'en a voulu d'avoir évité la situation. Certains m'ont même envoyé des messages pour me traiter de lâche et m'ont dit qu'ils ne voulaient plus m'inviter à leur soirée. Honnêtement, cela m'allait très bien, car je ne voulais pas être associé à des gens qui avaient des ennuis avec la justice. Cependant, Chrissy n'était pas satisfaite de la tournure des événements. Elle voulait s'excuser auprès de ses amis et insistait sur le fait qu'on devait se soutenir mutuellement et rester unis dans ce genre de situation. Je lui ai expliqué fermement que, contrairement à sa famille, mes parents ne pardonneraient jamais un tel comportement. Ils auraient été furieux si j'avais eu besoin qu'on paye ma caution. Chrissy avait du mal à comprendre cela à cause de son éducation très différente. Finalement, elle a dû accepter qu'elle ne pourrait pas se réconcilier avec ses amis, et que si elle voulait les voir, je ne viendrais pas avec elle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Depuis cet incident, je n'ai plus jamais montré le moindre intérêt à sortir avec ses amis et je n'ai assisté à aucune de leurs soirées, même si Chrissy voulait que je vienne. À la place, je me suis concentré sur mes objectifs professionnels et la construction de ma carrière. Pendant ce temps, Chrissy et ses amis continuaient occasionnellement à avoir des ennuis avec la justice, mais ses parents avaient de bons avocats, donc rien n'apparaissait officiellement sur son casier. Ce n'est qu'après notre diplôme que Chrissy a lentement commencé à réaliser que ce groupe d'amis qui passaient autrefois chaque jour ensemble était désormais trop occupés par leur propre vie, et s'éloignait peu à peu, ne voulant plus avoir affaire les uns aux autres. Je suppose que c'est une phase normale de l'âge adulte, mais ce fut une réalité difficile à accepter pour elle. Alors, quand le moment est venu pour moi de déménager parce que j'avais trouvé un travail dans une autre ville, Chrissy a décidé de me suivre. Je ne m'attendais pas à ce que nous emménagions ensemble sitôt après la fac, mais Chrissy insistait sur le fait qu'elle serait une colocataire idéale. Elle disait que vivre avec moi l'aiderait à se concentrer sur la recherche d'un emploi et à devenir plus sérieuse sur son avenir. Cependant, durant les 6 premiers mois de notre cohabitation, il a été difficile pour moi de payer tous les frais et le loyer, puisqu'elle ne contribuait pas financièrement. La seule chose que je lui demandais, c'était de cuisiner, mais même cela semblait être trop pour elle. Elle passait des heures assise sur le canapé à regarder la télévision,
et chaque fois que je l'encourageais à aller au parc ou à la salle de sport, elle disait qu'elle se sentait déprimée. Ce n'est qu'après une conversation sérieuse sur le poids financier que je portais que Chrissy a enfin compris l'ampleur de mes responsabilités. Elle a commencé à postuler à beaucoup d'endroits et a fini par trouver un emploi dans une agence de marketing digital, qui semblait lui convenir. J'étais soulagé d'avoir une partenaire qui contribuait enfin financièrement, ce qui allégeait mes soucis d'argent. Cependant, Chrissy aimait aussi dépenser autant qu'elle gagnait, ce qui, au départ, n'était pas grand-chose. Elle achetait des parfums et du maquillage dès qu'elle s'ennuyait. Je ne pouvais plus compter le nombre de colis qui arrivaient chez nous, tous pour elle. Ce comportement était un signal d'alarme pour moi car nous vivions ensemble et probablement en route vers le mariage. Je voulais une partenaire qui épargnait aussi pour notre avenir. Pendant que j'investissais mon argent et économisais pour acheter une maison, elle ne semblait avoir aucun plan concret pour son avenir financier. Pourtant, je savais que je ne pouvais pas la forcer à changer, elle devait arriver à cette prise de conscience par elle-même. Alors je suis resté silencieux, peu importe à quel point ses dépenses devenaient excessives. Je me souviens d'une fois, pour mon anniversaire, j'avais économisé assez pour m'acheter une voiture. C'était un investissement important pour moi, et j'étais fier de ce que j'avais accompli. Chrissy était choquée de voir que j'avais économisé suffisamment pour m'acheter une voiture et a exigé de voir mon relevé bancaire. Elle n'en revenait pas de voir combien j'avais économisé. Je pense que le fait de me voir faire un si gros achat lui a fait comprendre qu'elle devait s'améliorer financièrement. Elle a enfin commencé à me parler d'investir son argent chaque mois, ce qui m'a agréablement surpris. Elle a arrêté de faire des achats inutiles et a appris à épargner chacun de ses salaires. Ce n'est qu'après avoir constaté ce changement positif chez elle que j'ai enfin décidé de la demander en mariage. À ce moment-là, j'avais un emploi stable, mais mon objectif ultime était de créer ma propre entreprise avant de fonder une famille. Alors, après nos fiançailles, j'ai quitté mon travail pour lancer mon entreprise. Je suis très reconnaissant que ma femme m'ait soutenu durant ces premières années difficiles, lorsque je travaillais sans relâche pour faire décoller mon entreprise. Même si j'avais suffisamment économisé pour ne pas dépendre d'elle financièrement, ces jours-là étaient émotionnellement épuisants, et j'avais plus que jamais besoin de son soutien inconditionnel. Créer une entreprise n'est pas facile et demande beaucoup de dévouement. Étant perfectionniste, c'était particulièrement difficile pour moi d'apprendre à déléguer et à gérer efficacement pour faire croître mon entreprise. Chrissy et moi ne nous sommes mariés qu'après que j'ai réussi à poser les bases solides de mon entreprise, car je voulais être certain de pouvoir subvenir à ses besoins. Au cours des 28 dernières années, mon entreprise a connu une croissance et une expansion significative. Je gagne bien ma vie grâce à ma société, et j'ai réalisé mon rêve, offrir une vie confortable à mes parents. Chrissy a également pu quitter son emploi pour devenir mère au foyer. Je dirais que nous n'avons eu aucun problème majeur dans notre relation, du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Après que les enfants aient grandi, Chrissy passait la plupart de son temps avec ses amis ou à la salle de sport. Nous sortions en rendez-vous amoureux chaque vendredi et entretenions une relation très intime. Nos enfants ont grandi en nous voyant être affectueux l'un envers l'autre, et ils s'y sont très vite habitués dans notre famille. Nous ne nous disputions jamais violemment. Cependant, un soir, un événement a tout changé pour nous. À cette époque, Robert était adolescent et, comme tous les ados, il avait ses sautes d'humeur typiques. Il a cessé de passer du temps avec moi comme avant. Au lieu de passer du temps avec moi comme avant, il passait la majorité de ses journées avec ses amis ou enfermé dans sa chambre à écouter de la musique. Cela me rendait triste de voir mon petit garçon grandir, mais je ne m'en plaignais pas et lui rappelais toujours que j'étais là pour lui s'il avait besoin de moi. En revanche, ma fille, qui avait 8 ans de moins que lui, était encore une petite fille et avait toujours besoin de son papa. Contrairement à mon fils adolescent, Diana accourait pour me saluer dès que je rentrais du travail. Je chérissais l'éclat dans ses yeux lorsqu'elle me voyait arriver avec un ours en peluche ou un bouquet de fleurs caché derrière mon dos pour la surprendre. Je suppose que Robert était peut-être un peu jaloux que je consacre autant de temps et d'attention à Diana après le travail. Ce n'était jamais intentionnel, car j'essayais toujours de l'inclure autant que possible. Cependant, je pense qu'un autre problème venait de sa relation avec sa mère. Elle ne se gênait pas pour montrer qu'elle avait une préférence pour notre fille. Elle adorait le fait que Diana lui ressemblait énormément et le faisait souvent remarquer. Parfois, je lui suggérais discrètement de passer un peu plus de temps avec Robert, mais elle balayait mes inquiétudes d'un revers de main, affirmant qu'il avait sûrement besoin d'espace et que j'exagérais. Je ne sais pas quel problème elle avait avec notre fils, mais elle ne lui accordait jamais de temps. Quand il parlait, ce n'était que des banalités. Je n'ai donc pas été surpris quand Robert a commencé à se rebeller. Peu à peu, il a commencé à répondre à sa mère, mais cela a dégénéré quand il s'est mis à sortir en douce le soir pour boire avec ses amis. Un soir, il a même pris mes clés de voiture sans permission et a été arrêté par la police pour conduite en état d'ivresse. J'ai été abasourdi de recevoir un appel au milieu de la nuit m'informant de la situation.
Heureusement, les policiers ont décidé de lui donner un simple avertissement, étant donné que c'était sa première infraction. J'étais furieux et je l'ai sévèrement réprimandé, lui expliquant qu'il mettait en danger son avenir. Je m'attendais à ce que ma femme me soutienne, mais au lieu de ça, elle a défendu Robert, disant que les jeunes devaient parfois s'amuser et que ce qu'il avait fait n'était pas très différent de ce qu'elle avait fait dans sa jeunesse. J'étais choqué, car ce n'était certainement pas ce que je voulais que notre fils entende. Cette nuit-là a marqué notre première véritable dispute familiale, car j'avais l'impression qu'elle retombait dans ses comportements irresponsables d'université. J'ai alors senti qu'il fallait que je prenne un rôle plus actif en tant que père, car j'avais l'impression qu'elle voyait en notre fils le reflet de sa propre jeunesse chaotique. Robert, quant à lui, s'en fichait royalement et m'a dit qu'il voulait juste qu'on le laisse tranquille. J'ai essayé de l'encourager à consulter un thérapeute, mais il a catégoriquement refusé, affirmant qu'il n'avait besoin de l'aide de personne. Il est devenu de plus en plus provocateur et nous répondait constamment. L'école nous contactait régulièrement pour des devoirs non rendus et des problèmes disciplinaires. C'était comme s'il devenait une toute autre personne. Chaque fois que j'essayais de m'asseoir avec lui pour discuter, il m'ignorait ou restait silencieux, juste pour éviter la conversation. Son comportement m'inquiétait de plus en plus sérieusement. Pendant cette période difficile, je devais aussi voyager souvent pour le travail car j'étais en pleine expansion de mon entreprise. Avec du recul, je réalise que j'ai peut-être négligé mes responsabilités de père. J'aurais dû faire plus d'efforts pour lui parler, même s'il me repoussait. J'aurais aimé pouvoir le retenir et apaiser ce qui le troublait tant. Un jour, tout a explosé. En rentrant d'un de mes déplacements professionnels, j'ai entendu des cris venant de la cuisine. C'était ma femme et mon fils qui se disputaient violemment. En entrant, j'ai découvert des verres et des assiettes brisées sur le sol. Mon fils faisait face à sa mère et hurlait qu'il la détestait. Par réflexe, je me suis interposé pour protéger ma femme, car je n'aimais pas la façon dont il lui criait dessus. Quand il m'a vu, il a dirigé sa colère vers moi, m'accusant d'être un lâche et me reprochant d'avoir été un père absent, ce qui m'a profondément blessé. J'ai essayé de le calmer et j'ai demandé à ma femme ce qui s'était passé, mais il continuait à crier, affirmant que notre mariage était une mascarade et que nous lui avions menti toute sa vie. La confusion m'envahit alors que j'essayais de comprendre ce qu'il insinuait. Ma femme est alors intervenue, le réprimandant sèchement pour ses accusations, lui rappelant qu'il était bien trop jeune pour comprendre ce genre de choses. Mais Robert a insisté, disant qu'il était esséuré par nous deux et qu'il ne voulait plus vivre avec nous. J'étais perdu, incapable de comprendre ce qui avait bien pu déclencher une telle explosion de colère, mais il refusait de s'expliquer. Frustré par son comportement, j'ai exigé qu'il présente des excuses à sa mère pour ses paroles blessantes, mais il m'a ricané au nez et a refusé catégoriquement. Il a maintenu que chaque mot qu'il avait dit était sincère et qu'il en avait assez de faire semblant que nous formions une famille parfaite. J'ai tenté de lui faire entendre raison, lui rappelant qu'aucune famille n'est parfaite et que les insultes ne réglaient rien. Mais il s'est emporté encore plus et a commencé à me tenir responsable de tout, allant jusqu'à dire que je ne méritais pas d'avoir des enfants. Ces paroles m'ont profondément choqué et blessé. Dans un moment de rage incontrôlée, j'ai fait l'impensable, j'ai giflé mon fils. J'ai immédiatement regretté mon geste dès l'instant où ma main a touché sa joue. La pièce est devenue silencieuse alors que tout le monde réalisait ce qui venait de se passer. Mon fils recula, tenant sa joue, tandis que ma femme poussait un cri étouffé, les yeux pleins d'horreur. Je n'avais jamais levé la main sur mes enfants auparavant, et la prise de conscience de ce que je venais de faire m'a frappé comme un coup de massue. La honte et la culpabilité m'ont envahi alors que je reculais, incapable de comprendre comment j'en étais arrivé là. Le regard de mon fils changea, mêlant douleur, colère et incompréhension, et je vis des larmes remplir ses yeux. Sans dire un mot, il monta les escaliers en courant, nous laissant ma femme et moi figés, dans un silence glacial. Elle s'approcha de moi et me prit dans ses bras sans conviction, murmurant que tout irait bien et me suggérant de m'excuser plus tard. Je suis resté là, tremblant, réalisant l'ampleur des dégâts que je venais de causer à ma famille. Environ 1 heure plus tard, alors que j'aidais ma femme à nettoyer la cuisine, la sonnette retentit. Avant que je puisse aller ouvrir, mon fils descendit en trombe et ouvrit la porte. C'étaient ses grands-parents, les parents de ma femme, qui l'avaient appelé pour venir le chercher. Ils étaient déjà au courant de l'incident et, même s'ils comprenaient la situation, ils m'ont réprimandé pour mon comportement. J'ai essayé de présenter mes excuses à mon fils pour me racheter, mais il m'a ignoré comme si je n'existais pas. Il avait préparé ses affaires et parti vivre chez ses grands-parents. Il n'a même pas attendu que Diana rentre de l'anniversaire de son ami pour lui dire au revoir. Au départ, nous espérions qu'il ne s'agissait que d'un éloignement temporaire, mais Robert a rapidement été clair, il n'avait aucune intention de revenir vivre chez nous. Après cet incident, j'ai tout fait pour obtenir son pardon. Je me suis excusé chaque jour,
j'ai essayé de discuter avec lui lors de mes visites chez ses grands-parents, où il s'enfermait souvent dans sa chambre, et je lui ai envoyé d'innombrables messages pour tenter d'ouvrir le dialogue. Mais malgré tous mes efforts, mon fils a coupé tout contact avec moi. La seule chose qu'il attendait encore de moi, c'était que je continue à financer ses études pendant qu'il vivait chez ses grands-parents. J'ai également parlé à ma femme de l'incident, et elle m'a expliqué que la dispute avec Robert avait commencé à cause de ses devoirs scolaires, et que les choses avaient dégénéré très vite. À l'époque, je n'avais aucune raison de douter de sa version des faits, surtout en tenant compte du comportement passé de Robert. Pendant longtemps, j'ai cru que la haine apparente de mon fils et son abandon n'étaient dus qu'à cet incident. Quand mon fils a été accepté à l'université avec une bourse complète, je n'aurais pas pu être plus fier de lui. Je lui ai envoyé un message pour le féliciter et lui dire à quel point j'étais fier. J'ai terminé le message par une nouvelle excuse. Cependant, il m'a répondu avec un long message me demandant d'arrêter de lui envoyer ce genre de message et en disant que je n'étais plus son père. Ces mots faisaient écho aux souvenirs douloureux de cette nuit où il m'avait traité de père irresponsable. Si mon fils nourrissait encore autant de rancune envers moi, je me suis dit qu'il n'y avait plus rien que je puisse faire pour réparer notre relation. Cette conversation a marqué la dernière fois que nous avons parlé. Au cours des 5 dernières années, mon fils m'a profondément manqué et je pense à lui constamment. Bien qu'il n'ait plus aucun contact avec moi, il a maintenu une relation étroite avec notre fille. Diana nous donne parfois des nouvelles de son frère, mais en général, nous évitons de parler de lui, car c'est trop douloureux. Diana connaît l'histoire de cette fameuse nuit et le moment où j'ai giflé son frère. Même si elle a été déçue par mon geste, elle comprend à quel point je suis plein de remords. Hier, pour son anniversaire, Diana a exprimé le souhait de passer toute la journée avec son frère au parc d'aventure. J'étais sincèrement heureux pour elle et j'espérais qu'ils passeraient un bon moment ensemble. Lorsque Diana est rentrée tard ce soir-là, elle semblait bouleversée. Chrissy était déjà endormie, mais je suis resté éveillé pour m'assurer que ma fille rentrait bien. J'espérais aussi voir mon fils, au cas où il l'aurait raccompagné. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, Diana a secoué la tête, l'air inquiète. Je lui ai demandé si quelque chose s'était passé, et c'est là que ma fille m'a demandé si je connaissais la vraie raison pour laquelle Robert était parti cette nuit-là. Confus, je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire, mais elle m'a dit que Robert me manquait, même s'il ne l'admettrait jamais, et qu'il lui avait révélé quelque chose de difficile à croire. J'ai insisté pour avoir des détails, mais Diana m'a conseillé de vérifier mes emails, ceux que mon fils m'aurait apparemment envoyés il y a des années. Au début, je pensais que ma fille avait mal compris Robert, car s'il m'avait vraiment envoyé des emails, je lui aurais forcément répondu. J'ai vérifié ma boîte Gmail et je n'ai trouvé aucun message de Robert. Confus, j'ai pensé qu'il avait peut-être utilisé une ancienne adresse mail que je n'utilisais plus depuis longtemps, celle que j'avais créée pour mon compte Facebook. Même si je ne m'en étais pas servi depuis des années, j'ai décidé de me reconnecter pour vérifier s'il y avait des messages de mon fils. Bien que j'ai oublié le mot de passe, j'ai réussi à récupérer le compte. Imaginez ma surprise en découvrant plusieurs emails de mon fils, envoyés au fil des ans, qui m'attendaient dans ma boîte de réception. J'ai commencé à les lire, et j'ai vite compris que mon fils m'écrivait à chaque fois qu'il passait une mauvaise journée. J'ai été très ému en lisant ces messages. Dans les plus récents, il exprimait de plus en plus son regret de ne jamais m'avoir dit la véritable raison de son départ ce soir-là. Il racontait la nuit de la dispute avec ma femme. Il expliquait qu'il était rentré de l'école et avait trouvé sa mère au lit avec un autre homme. Naturellement, il était furieux et avait commencé à crier. En réponse, elle l'avait menacé, lui ordonnant de garder le secret et l'avertissant que tout révélé mènerait à notre divorce. Elle lui avait aussi dit que j'avais soi-disant une liaison lors de mes voyages d'affaires et que nous avions un mariage libre. Cette révélation avait profondément dégoûté notre fils, qui m'avait ensuite insulté en pensant que les accusations de sa mère étaient vraies. Ce n'est que des années plus tard, après avoir commencé une thérapie, qu'il a compris que sa mère l'avait clairement manipulé. En gardant contact avec Diana, il a fini par comprendre que notre mariage n'était pas ouvert et que c'était sa mère qui me trompait dans mon dos. Il a terminé l'email en disant qu'il n'avait pas le courage de me faire face, sachant qu'il avait abandonné la famille et maltraité son père pendant toutes ces années. En lisant son email, j'ai ressenti un choc et une tristesse immense. C'était comme un coup de poing en pleine poitrine de découvrir la vérité que mon fils avait gardée si longtemps. Je me suis senti trahi et en colère en réalisant que ma femme me trompait depuis des années, sans que je ne m'en doute. J'ai l'impression que ma vie s'est écroulée. Que dois-je faire? Dois-je confronter ma femme à ce sujet, même si je n'ai aucune preuve? Et si elle nie tout, surtout qu'elle n'avoue presque jamais ses torts? Mise à jour 1. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour. Pour résumer rapidement, j'ai confronté ma femme, en la pressant malgré ses dénégations, jusqu'à ce qu'elle finisse par craquer en pleurant et avoue tout. Elle a admis avoir eu une liaison, il y a des années, quand Robert était adolescent,
et m'a confirmé les mêmes détails que ceux que Robert m'avait envoyés dans son email. Elle a confessé qu'elle avait peur de me perdre, alors elle avait inventé le mensonge sur notre mariage ouvert pour faire taire Robert. Elle a expliqué comment elle avait convaincu notre fils de garder le secret, mais il était furieux contre nous deux, ce qui avait mené à la confrontation de cette nuit-là. Elle n'a jamais révélé l'identité de l'homme, mais honnêtement, à ce moment-là, je m'en fichais. Je n'arrivais pas à croire que ma femme ait été aussi méprisable, non seulement en mentant à notre fils, causant ainsi la rupture entre lui et moi pendant toutes ces années, mais aussi en n'avouant jamais son adultère jusqu'à ce que je découvre la vérité dans les emails de mon fils. Pendant notre dispute, elle a aussi avoué qu'elle n'avait jamais aimé notre fils, car elle avait toujours voulu avoir des filles. Elle a ajouté que c'était peut-être pour ça qu'elle n'avait jamais réussi à créer de lien avec lui. Après ça, je ne pouvais même plus la regarder sans être envahi par la colère. Je n'ai eu aucun doute en lui annonçant que notre mariage était terminé et en lui demandant de déménager immédiatement, malgré ses supplications. Diana semblait déjà au courant de l'infidélité, et après avoir assisté à notre dispute, ses soupçons ont été confirmés. Elle était compréhensiblement furieuse contre sa mère et a refusé de lui parler. J'ai aussi repris contact avec Robert cette semaine pour éclaircir toute cette histoire. Au début, ses réponses étaient prudentes, mais quand j'ai fondu en larmes en lui disant à quel point il m'avait manqué, il s'est lui aussi laissé submerger par l'émotion. Il a admis qu'il regrettait d'avoir quitté la maison ce soir-là et aurait voulu pouvoir revenir en arrière pour me demander pardon. J'ai énormément de peine pour mon fils. Je n'arrive toujours pas à croire que ma femme ait manipulé toute cette situation simplement pour cacher son adultère. Les deux enfants approuvent ma décision de divorcer de leur mère et ne veulent plus avoir affaire à elle. Je comprends enfin pourquoi ma femme n'a jamais autant pleuré l'absence de notre fils que moi toutes ces années, et pourquoi elle n'a jamais tenté de le recontacter après son départ. Chaque fois que je parlais de cette nuit, elle me reprochait toujours de l'avoir giflé et m'a fait culpabiliser pendant des années. Si seulement j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui. Je déteste ma femme tellement. Mise à jour 2. Cette mise à jour a mis du temps à venir, mais je pense qu'elle contient assez d'éléments pour valoir la peine d'être partagée. Pour commencer, nous avons repris contact avec Robert. Nous allons dîner ensemble tous les jeudis, et même Diana se joint parfois à nous. Ça fait du bien de retrouver une relation avec mon fils, une relation que mon ex-femme a ruinée par pure lâcheté et égoïsme. Si elle avait simplement assumé les conséquences de ses actes, elle aurait perdu son mariage, certes, mais au moins je n'aurais pas perdu des années avec mon fils. Je crois que ça m'a encore plus blessé que l'infidélité en elle-même, car une fois que toute la vérité est sortie, mes sentiments pour elle se sont comme évaporés. Même la haine que j'éprouvais au début, aujourd'hui, je ne ressens plus rien pour cette personne. Quant à mon ex-femme, nous sommes désormais divorcés. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre issue après avoir appris son adultère et ce qu'elle avait fait subir à mon fils. Sans aucun doute, cette femme est une personne horrible, et lui pardonner était impossible. Oui, il y avait des signes avant-coureurs, mais en tant que nerf que j'étais, et que je suis toujours, je ne les ai pas vus clairement, ou je ne voulais pas les voir. Il y a peut-être eu d'autres liaisons, mais je ne le saurai probablement jamais, et honnêtement, je m'en fiche désormais. Je suis triste que cela soit arrivé, mais je ne peux plus rien y changer. Je me concentre sur la reconstruction de ma relation avec mon fils. J'ai pu conserver mon entreprise, et elle a eu la maison, ce que je trouve juste, car avec mon travail, je peux en acheter une autre, sans souvenir douloureux. J'ai aussi fait un test ADN pour mes deux enfants, et heureusement, ils sont bien les miens, donc pas de drame supplémentaire de ce côté-là. Le bon côté, c'est que nos enfants sont désormais adultes, donc je n'ai plus à entretenir de lien avec mon ex-femme, ce qui va me permettre de tourner la page. Voilà ce qui s'est passé dans ma vie récemment.